Et salut! Pendant que tout le monde se paluche en attendant Silksong, la suite de Hollow Knight, je me suis dit qu'il serait intéressant d'aborder un jeu un peu particulier. Je parle de Metroid 2 sorti en 91 sur Game Boy. Mais je vais surtout me concentrer sur un remake développé par des fans de la licence. Et oui, on va du coup parler d'un fangame. Sérieusement, un jeu amateur, t'as vraiment que ça à faire? Y a pas assez de bons jeux qui sortent en ce moment, c'est ça? Ah tu m'ôtes les mots de la bouche, hein, conscience. En effet, pourquoi s'emmerder avec des jeux pas finis et ennuyeux à 80 boules quand on peut jouer à des jeux gratuits développés avec passion par des communautés talentueuses? En effet, dit comme ça. Par contre, t'es au courant que ce que tu t'apprêtes à faire, c'est promouvoir un jeu illégal? Ouais, c'est ça, ouais. Tu sais quoi? Moi je les attends, qu'ils viennent me chercher, hein. Alors oui, techniquement, on est un peu dans une zone délicate, puisque je vais parler d'un jeu qui a été striké par Nintendo. Ces enculés chez Nintendo qui ont dû comprendre à l'époque de sa sortie que ce petit projet amateur allait faire de l'ombre à leur propre remake. Et du coup, ils ont directement fait une attaque préventive. Et ils risquent également de m'envoyer leurs avocats, parce que je parle du jeu. Mais moi, je me battrai jusqu'au bout, pour mes convictions, pour la passion, ainsi que pour les fans. En tout cas, force est de constater que, comme d'habitude, Nintendo aime vraiment pas ses fans ni sa communauté. Mais ça, je pense que vous le savez déjà. Au passage, le remake officiel fait par Mercury Steam, à qui l'on doit plus récemment l'excellent Metroid Dread, a fait un beat total. Et en même temps, fallait s'y attendre en sortant le jeu sur 3DS, alors que la console est déjà crevée sur la chaussée avant même l'arrivée de la Switch. Et en plus, il est pas si ouf hein, ce remake, mais j'en reparlerai plus tard. Sachez quand même pour la forme que Nintendo a conditionné certains modes de difficulté par un amiibo, alors qu'ils aillent bien se faire mettre en fait. Hein. Donc comme ça, au calme, ils bloquent une option pour qu'on achète leur jouet de merde. Ils ont pris pourquoi en fait? Des putains de mioches? Mais concernant, c'est peut-être le cas, cela dit. Oh, t'es vraiment un sale petit con, hein. Ah oui, et tant que j'y suis, c'était quoi ce bordel avec Federation Force? Sérieusement, ils ont fumé quoi pour imaginer un seul instant que les fans de Metroid allaient kiffer? Laisser dormir une licence chère à beaucoup de joueurs pour finalement sortir 15 ans plus tard une sorte de spin-off multijoueur de merde. C'est pas du foutage de gueule niveau 9000 ça? Vous avez cru qu'on allait vous sucer la bite pour ça en fait? Ça veut dire sucer la bite? Nous on voulait un vrai jeu Metroid à l'époque, mais Nintendo a prouvé une fois de plus qu'ils s'en battaient les couilles. Enfin en gros, ils font ce qu'ils veulent de leur côté, un peu à la manière du politicien moyen quoi. Mais je crois que je suis parti sur une tangente là. Et de toute façon, il s'était déjà fait ratio à l'infini avec la sortie du trailer de Federation Force. Alors du coup, un mal pour un bien j'ai envie de dire. Exactement, ouais. AM2R, ou en français AM2R, qui signifie Another Metroid 2 Remake. Alors qu'à sa sortie, c'était le seul remake existant actuellement. Mais j'imagine que les créateurs ont dû se dire que beaucoup de fans voudraient recréer Metroid 2. Mais vu les encouragements de Nintendo, j'aurais eu un doute à leur place. Pour parler plus techniquement, le jeu a été fait sous Game Maker par Milton Guasti, aka Dr M64, qui est à l'initiative du projet. C'est lui qui a développé la grande majorité du jeu. Alors, certes, pas entièrement de zéro, puisqu'il a utilisé une bonne partie des sprites, sons et power-up de Metroid Fusion et Zero Mission. Sans quoi, je pense que ce fangame n'aurait jamais vu le jour. Mais c'est clairement pas une raison pour cracher dans la mélasse. Tellement le boulot accompli est incroyable pour un projet amateur, consistant par rapport à l'original, mais ajoutant de nouveaux décors, ennemis, et en revoyant un peu la structure de base. On a vraiment l'impression de jouer à un jeu pro, bien pensé et bien designé. Et rien que ça, c'est classe putain, mais je vais élaborer mon propos. Après son petit génocide de pirates de l'espace sur leur base dans Metroid 1, on retrouve donc notre chasseuse de primes préférée pour une nouvelle mission. Mais si, vous savez, Samus Aran, la blondasse de Smash Bros. Pas elle, ni elle, ni elle. Ça c'est un renard. Oui, je parle bien d'elle. Un grand modèle pour les féministes en tout genre. Car je rappelle que Samus est le premier personnage féminin contrôlable du jeu vidéo. T'as oublié Miss Pac-Man, non? Ah oui, merde, putain. Bon, c'est le deuxième personnage féminin contrôlable du jeu vidéo. Je disais donc qu'on retrouve notre chasseuse de primes dans une mission qui consiste tout simplement à une éradication douce de tous les Metroids sur leur planète d'origine. Donc, après avoir envoyé ses propres hommes au casse-pipe se faire tuer sur cette foutue planète, la Fédération Galactique s'est donc dit « Bon, les gars, on n'a plus le budget, nos meilleurs gars y sont passés, allez, YOLO, on envoie une seule personne régler le problème. » Mais qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Je pense que vous connaissez déjà le gameplay des Metroid, mais au cas où pour résumer,
on se balade dans des environnements hostiles avec un mix d'exploration, de platforming et des combats contre la faune locale. On peut se transformer en boule pour passer dans les endroits étroits. Mais me demandez pas comment ça marche, hein, j'en sais rien. On est toujours très limité en début de partie, et les compétences qu'on trouvera tout le long du jeu viendront enrichir la palette de mouvements. Ce qui nous permettra de mieux explorer le jeu, faire du platforming plus facilement, et de mieux se défendre. Cette fois-ci, ce Metroid 2 n'est pas vraiment un Metroid-like. Alors oui, c'est un peu étrange vu le titre du jeu, mais je m'explique. Contrairement au volet précédent, la progression est plus souvent bloquée par un nombre spécifique de Metroid à tuer dans une zone que les traditionnels power-up. Car si ceux-ci sont toujours présents et nombreux, avec les classiques bombes, les différentes beams, la Varia et la Gravity Suit, le Space Jump, et bien d'autres que vous aurez probablement reconnus. Ils ne sont plus le seul moyen de progresser dans le jeu. Alors ils servent encore bien entendu, mais moins qu'avant, d'autant qu'une partie d'entre eux est maintenant optionnelle. Le jeu va fréquemment vous empêcher d'avancer plus loin dans SR 388, et notamment à cause de la lave qui reste à un certain niveau tant que vous n'avez pas tué tous les Metroid de la zone. Et là, je ne peux m'empêcher de penser que c'est un défaut plus qu'un avantage. Car, je vais être franc avec vous, je pense que les Metroid-like ont le meilleur système de progression du gaming. Oui, j'assume. Vous pouvez débattre en commentaire, bien sûr. Mais je suis sûr que vous savez, au fond de vous, que j'ai raison. Et du coup, diverger plutôt qu'approfondir ce système de progression me paraît pas très bien vu comme évolution pour la série. Disons que ça sort un peu du jeu quand on se rend compte de cette progression très gamifiée à base de tuer X monstres pour débloquer par magie le chemin suivant. Mais je suppose que c'est plus une opinion personnelle et que de votre point de vue, c'est peut-être pas un défaut. En comparaison du premier Metroid, ce Metroid 2 est plus riche en termes de power-up. Entre la Spider Ball, permet de se coller à tous les murs en Morph Ball et apporte pas mal de liberté en termes d'exploration, le saut spatial pour rester en l'air à l'infini pour peu qu'on ait le bon timing, les nouvelles capacités du canon qu'on peut interchanger comme la Spacer et la Plasma Beam, qui dans la version remake d'ailleurs sont cumulables. Ça veut rien dire, je réponds. On a donc pas mal de power-up à débloquer, ce qui fait partie des points forts de la série. Style de malade. Le remake d'ailleurs qui ajoute bon nombre de ces power-up, qui n'étaient pas dans le jeu d'origine, mais viendront plus tard avec Super Metroid. Et notamment le Speed Boost, la Power Bomb et les Super Missiles. Ces power-up permettent donc d'enrichir le level design d'un jeu d'origine qui était franchement assez simpliste, hein. Étant sorti en 2016, ce remake possède pas mal d'avantages, et notamment l'écran plus large, les couleurs en plus par rapport au monochrome de la Game Boy, le scrolling parallaxe, ouais c'est un peu technique là, le remapping des touches, les sons et les graphismes améliorés, la progression plus compréhensible. Et il y a plein de petits détails que j'aime bien, qui ont été ajoutés au jeu, comme Samus qui grimpe les petits dénivelés quand on saute, la faune qui est plus présente, la gestion de la lumière dans les zones sombres, et les nombreux mécanismes basés sur la Morph Ball, qui est souvent mieux utilisé que dans la plupart des Metroid 2D. Le canon de glace qui fait tomber les ennemis avec un peu de physique, ce qui est quand même assez satisfaisant, faut le reconnaître. Enfin, de nouveaux boss ont été ajoutés par rapport au jeu original, dont certains vraiment cool et surprenants, comme le robot Torizo, qui rappelle un piège de Super Metroid, avec la statue qui tient une upgrade et se réveille pour vous casser le fion. Il y a également Ceres, tout droit sorti de Metroid Fusion, qui était l'un des boss les plus cool, mais aussi les plus hasardeux du jeu. Cette fois-ci, ils l'ont rendu plus facile à taper, mais aussi plus rapide pour compenser. Et il nécessite d'abord de congeler ses points faibles, avant de pouvoir lui faire des dégâts. Quant aux boss déjà présents dans le jeu d'origine, que sont les Metroid, évidemment, hein, leurs différentes évolutions ont toutes été repensées. Puisque de base, c'était un peu tout le temps pareil d'une évolution à l'autre, car on pouvait les bourriner de la même manière, qu'ils soient en forme alpha ou oméga. Et puis c'était simplement chiant quoi, vu leur variété. On a donc droit à de nouveaux designs et des attaques supplémentaires. C'est donc plus les Metroid complètement débiles du jeu original. Quoique... Tu veux quoi, toi? Mais toi, tu veux quoi, toi? C'est toi, tu veux quoi, toi? J'ai rien fait, c'est bon, lâche-moi, là! Tu regardes de travers! Mais je t'ai pas regardé de travers! Et je vais te niquer ta... Bon, c'est pas non plus aussi inventif que dans le remake officiel, qui ajoute beaucoup de comportements inédits à chacune des évolutions. Ce qui les rend quand même plus fun que quand ils ont deux attaques à tout péter. Les Metroid Gamma, par exemple, apprennent à éviter vos attaques et à vous foncer dessus. Et les zones Metroid peuvent gagner des comportements similaires à force de les savater. Niveau level design, les zones du jeu de base ont été réimaginées pour améliorer l'immersion sur
cette planète SR388, qui est devenue une colonie pour les Chozo, ou pour les Kozo, je sais même pas comment on prononce. Les Chozo, c'est ces poulets intergalactiques, dont Samus est la fille adoptive apparemment. Le lore de Metroid. Et en tant que colonie, elle comprend des stations d'épuration, un générateur de courant, une usine, bref, de quoi supporter une civilisation sur une planète hostile. D'ailleurs, on peut reconnaître une majorité des salles de Metroid 2, mais en comparant les deux versions, on ne peut que constater des changements positifs apportés à la plupart d'entre elles, qui les rendent plus intéressantes à explorer. Par exemple, on va retrouver des plateformes d'une salle réorganisées différemment pour rendre le challenge plus présent. Des ennemis vont être rajoutés ou retirés, bref, plein de petits détails qui, cumulés, bouleversent pas mal le feeling du jeu. De nouvelles zones ont également été ajoutées car certains niveaux du jeu d'origine étaient trop basiques pour être retranscrits tels quels. Je pense notamment à l'usine qui contient différents mécanismes, tapis roulants et autres, le générateur d'énergie au fond d'une caverne de magma, ainsi que le centre de distribution sous-marin rempli de tubes qui permettent de se déplacer de manière peu conventionnelle. Rien de tout ça n'était obligatoire, mais ils l'ont fait dans le but d'enrichir l'univers, d'améliorer l'immersion sur cette planète et bien sûr moderniser un jeu ultra archaïque. En parlant d'ajouts fort stylés, il y a à présent des scans de notre combinaison qui nous en apprennent plus sur l'environnement et les différentes bestioles que l'on va rencontrer. Il y a également les journaux de certains membres de la Fédération Galactique qui nous en apprennent plus sur ce qu'ils ont découvert et les conditions de leur mort, souvent assez perturbantes d'ailleurs. Oh non! On peut également parler de la musique. Oui, c'est une constante dans tous mes tests, faut toujours que j'en parle. Et en même temps, combien de jeux vous aurez marqué sans une bande-son exceptionnelle ? Pour ce remake, on reprend donc les thèmes du jeu original en les réinterprétant. Forcément, quand on entend ça, on se dit qu'on revient de loin avec la puce sombre dégueu de la Game Boy. Mais ces musiques ont également différentes variations et évolutions au fil du jeu. Et ça, c'est vraiment bien fait. D'ailleurs, pour ces nouvelles compositions, on reconnaît différentes sonorités et instruments qui semblent tout droit venus de Metroid Prime. Ce qui n'est pas pour me déplaire, c'est juste que quand j'entends ça, ça me donne des sueurs froides. Au passage, si vous le souhaitez, vous pouvez jouer à ce remake sur Android. Ouais, bon courage par contre avec ces contrôles tactiles, qui rendent les combats beaucoup plus durs, voire impossibles contre les Metroid. Je vous conseille donc d'utiliser une manette, quelle que soit la plateforme. Comme vous l'avez compris, on s'amuse bien dans ce jeu. Ouais, fallait être courageux pour la sortir celle-là. Je disais donc que ce remake est très bien foutu et améliore grandement l'expérience du jeu de base, tellement qu'on dirait presque un autre jeu. J'ai beau avoir abordé quelques-uns de ses défauts, j'ai plutôt été sympa avec ce remake jusqu'à présent. Et même si c'est un fan game, le jeu se tape quand même pas mal de points faibles, plus ou moins objectifs. Bon déjà, il y a beaucoup trop de réserves de missiles, d'énergie et autres. Il y en a mais partout. Là par exemple, regardez sur la map, il y a 3 salles d'affilée où il y a des putains de réserves de missiles. Ce qui n'a aucun sens. Heureusement, une bonne partie de ces réserves restent difficiles d'accès ou nécessitent d'être observateur. Il y a plusieurs énigmes qui testent le joueur, des upgrades qui demandent qu'on revienne par un autre endroit, et des passages qui nécessitent de faire un ou plusieurs Shine Spark d'affilée. Tous ces éléments font que ce remake est intéressant à compléter. Peut-être pas pour le 100% cela dit. Il y a aussi des erreurs grossières de design, ajoutées par le remake de manière involontaire. Par exemple, peu importe votre rapidité, cette séquence timée vous forcera à perdre presque toute votre vie dans une explosion à la fin. Sauf que derrière, il y a plusieurs salles sans point de sauvegarde où vous risquez de vous faire one-shot et recommencer toute la séquence timée. D'ailleurs, cette séquence arrive comme un cheveu sur la soupe, au milieu du jeu. Comme s'il était obligatoire pour un jeu Metroid d'avoir une séquence timée quelque part. Bah désolé, c'est pas vraiment nécessaire en fait. On pourra également regretter le changement d'ambiance, car sur Game Boy, on se sentait vraiment isolé, grâce à la palette de couleurs, à la musique aux sonorités limitées et stridentes, et à la taille de l'écran, qui faisait qu'on se sentait vraiment oppressé par cette planète. Sentiment qui a quelque peu disparu avec le remake, qui embarque avec lui des sprites colorés, un écran large, et des musiques techno et ambiantes, pas franchement oppressantes. Quoi qu'il en soit, c'est un jeu assez court, même avec les ajouts de ce remake. Je l'ai fini en 4 heures à tout casser, pourtant vous savez que votre majesté n'est pas le pro player qu'il aurait voulu être. Du coup, ça se finit en une après-midi sans trop de soucis, même pour un joueur lambda. Pourtant, le jeu essaye de combler autant qu'il le peut, avec ses réserves de missiles et autres qu'on trouve vraiment partout, comme je disais, ainsi qu'avec l'ajout de boss qui n'étaient pas dans l'original, ce qui amène d'autres problèmes plus importants.
Les combats contre les Metroid sont trop nombreux, et surtout tout le temps pareil, malgré leurs différentes évolutions. Je sais que c'est difficile de designer des mini-boss récurrents, mais c'était obligatoire de garder le même nombre de Metroid en jeu que dans l'original. De mon point de vue, c'est du filler content, ou du contenu de merde, juste là pour meubler un jeu trop court. On se lasse quand même très vite de défoncer les mêmes évolutions de Metroid encore et encore, comme une chèvre qui réfléchit pas. Ça se voit dans leurs yeux plein de vide. À mon avis, la limite, c'est 3 fois le même Metroid avant d'en avoir plein le cul. Bon, au moins ils ont eu la bonne idée de parfois les regrouper dans une même salle, ce qui permet de faire le nettoyage plus rapidement. C'est déjà ça, hein. Ce qui me laisse à penser qu'ils étaient au courant de ces défauts, mais qu'ils les ont laissés tels quels, sans essayer de les corriger. D'autant qu'on peut facilement les cheese, hein, ces combats. Regardez, il fait quoi là le Metroid gamin? Et puis je peux juste le two-shot sinon. A l'opposé, certains combats sont un peu galères pour rien. Je parle du combat contre Arachnus, qui était beaucoup plus basique dans l'original, où il ressemblait à ça d'ailleurs. Wow, qu'est-ce que c'est que ce truc là? Et dans Metroid Fusion, où il est quand même un peu plus classe, hein, on va pas se mentir. Pour le battre, on doit attendre qu'il limite Sonic. Puis on doit bomber le sol pour le faire sauter contre les murs électriques. Ça serait ok si on passait pas son temps à être remis debout accidentellement à cause de la sensibilité du stick. Oui, je sais qu'on peut modifier la dead zone, mais ça n'a pas retiré le problème de la morph ball, qui se désactive sans faire exprès, mais c'est peut-être ma manette en fait. Hein. Reste le robot testeur qui, pour le coup, est assez cool et varié car il offre un challenge intéressant et le combat n'a pas autant de lourdeur que les précédents boss fights. Il faut péter ses boucliers pour atteindre son cœur, mais il possède plusieurs patterns qui m'ont fait me sentir dans un shoot'em up pendant un instant. On peut détruire ses canons, éviter ses attaques, mais le problème c'est que l'arène étant très verticale, on ne voit pas le boss en permanence, ce qui empêche d'éviter tout ce qui nous balance à la gueule. Sinon ça reste un boss fight assez énervé et dynamique. GG à nouveau hein, Dr M64 pour ce boss qui a un ajout bienvenu actuellement. La seule difficulté constante du jeu, c'est bien de viser la membrane qui est l'unique point faible de tous les Metroid, ajouté par ce remake, car avant on pouvait juste bourrer les missiles et ça passait, peu importe sur quelle partie du Metroid on tirait, ce qui était pas du tout intéressant. Hein. Du coup ce changement, sur le papier, c'est très bien, ça rend les combats plus cérébraux, moins bourrins, ça demande d'être un peu plus précis. Mais contre les Metroid Gamma, je suis désolé, c'est juste une purge de viser leur point faible correctement, car le Metroid passe son temps à changer de position, pile hors de portée des missiles, et on dirait qu'il fait ça exprès hein, d'ailleurs. Hein. Et surtout, la taille de son point faible n'est pas similaire au visuel qui est plus grand. Ok. Par contre, et ça c'est cool, les Metroid Zeta ont une attaque qui permet de contrer vos missiles. Et la communauté, via un patch, a ajouté un point faible au Metroid Omega, qui apparaît dans leur dos lorsqu'ils sautent, ce qui permet de bien leur casser le fion si on est précis. Et ça c'est un ajout bien vu. Finalement, la plupart des points que j'ai énoncés finissent par être faciles à contrebalancer. Et pourtant, j'ai mis un point d'honneur à rester un minimum objectif sur les ajouts de ce remake. Comme quoi, j'ai beau râler, à la fin, la plupart des ajouts sont plutôt bénéfiques. Plus on avance dans le jeu, et plus on s'engouffre profondément dans SR388, la difficulté augmentant progressivement à mesure que l'on se rapproche du boss final. On passe donc par la dernière zone constituée de longs couloirs inutiles et chiants, jusqu'à se retrouver nez à nez avec la fameuse Reine Metroid, responsable du grand nombre de bouffées qu'elle a pondu sur la planète et qui fait bien sûr office de boss final. Bon, par contre, en tant que boss final, la Reine Metroid est un poil trop simple à déboîter, car elle fait apparaître régulièrement des ennemis qui dropent un peu trop de vie et de missiles, pendant un boss fight déjà très simple, hein, car à part les coups de tête, y a pas grand chose à éviter. On peut juste vider sa réserve de super missiles pour en venir rapidement à bout, ce qui en fait un boss beaucoup trop basique. Limite, on se fait presque chier durant ce boss, c'est grave quand même. D'ailleurs, de mon point de vue, c'est un échec narratif total. Pourquoi donc ? Ça va être un peu dur à expliquer, mais dans la version Game Boy originale, la Reine Metroid semblait actuellement protéger le dernier œuf de Metroid restant. On tombe sur elle un peu par hasard, et il est possible de s'échapper via un tunnel. Et si on s'échappe, la Reine, elle, ne nous poursuit pas, et nous laisse même tranquille, ce qui montre très clairement que Samus est un bully, et la Reine Metroid est la victime, qui tente désespérément de défendre sa progéniture, comme toute mère le ferait, ou presque, hein. Cet aspect est complètement ignoré dans le remake, où la Reine Metroid est vue comme un boss classique, contre lequel il faut se défendre légitimement, ce qui fait que le message a un peu trop changé sans bonne raison apparente. Par contre, le truc hyper classe, c'est la manière dont on finit le boss, méthode qui est d'ailleurs optionnelle. Non mais regardez ça. Ah ouais, t'as la dalle, t'essayes de me bouffer, connasse de reine. Bon ok, mais sache que j'ai des bombes de puissance moi, hein. T'es vraiment sûr là? M'en bat les couilles. GG Noreux.
repose en pièces. Sa mission étant terminée, Samus trouve sur son chemin la dernière larve de Metroid, que la reine protégeait, et le bébé qui en sort prend immédiatement Samus pour sa daronne. Qu'en pense Samus? Bah elle adopte direct hein. Dommage que ça ait donné des idées de merde à d'autres développeurs, n'est-ce pas Metroid Other M? S'ensuit une dernière phase de crapahutage avec ce petit Metroid qui nous suit tout le long. C'est vraiment trop mignon en fait. L'ambiance devient assez relaxante avec cette musique qui permet de méditer et contempler ce qu'on vient de faire. Je rappelle qu'on vient quand même de commettre un putain de génocide en tuant tous les Metroid. Samus c'est une psychopathe en fait. Elle a buté toute sa race, mais oh il est trop chou ce Metroid. C'est le dernier de sa race mais je vais l'adopter. Mais meuf, tu te rends compte que c'est toi qui as génocidé toute sa famille avant ça? Et d'un côté, on se consolera en se disant que ça viendra bien lui rattraper le cul dans Metroid Fusion, car en éliminant l'Apex Predator de SR388, bah fallait s'attendre à des conséquences, ma pauvre dame. Et oui! Pour la seule fois de la série, d'ailleurs, Samus se barre d'une planète sans la faire péter, ce qui est assez rare, il faut peut-être le souligner. Samus se taille donc deux SR388 avec le bébé Metroid, ce qui viendra mettre en place les événements de Super Metroid, où il sera beaucoup moins en sécurité pour le coup. Ah oui. Ce Metroid Remake est donc un très bon jeu. Pas parfait forcément car c'est un fan game, mais justement, pour un projet amateur, j'ai trouvé la qualité du titre vraiment incroyable. Et vu son prix... il n'y a aucune raison d'éviter ce titre, surtout si vous êtes fan de la série Metroid. Et très clairement, les changements apportés par Dr. M64 en font un jeu bien supérieur à l'original, et hypothétiquement au remake officiel, par Mercury Steam. Je dis hypothétiquement car, bien sûr, chacun son avis là-dessus, mais vu la pelletée de défauts de Samus Return sur 3DS... Bon, vous m'avez compris quoi. De mon point de vue, la manière idéale d'expérimenter ce volet de la série, c'est donc ce fangame. C'est bien triste de constater que Nintendo n'apprécie ni ses fans, ni les communautés autour de leur jeu, car ils pourraient vraiment en bénéficier. Sachez cependant, ce qui concerne Dr. M64, le créateur du jeu, qu'il a rejoint Moon Studio et a participé au développement de Ori and the Will of the Wisp, qui est un super Metroid-like, magnifique et parfaitement abouti. Comme quoi, certains studios ne sont pas aveugles face au talent de certains fans, dont la passion amène à des résultats aussi convaincants que ce Metroid 2 Remake. Bon, ça vous a peut-être semblé étrange que j'aborde Metroid 2. J'aurais pu commencer par le premier volet au lieu de m'attaquer à sa suite. Mais il faudrait me payer pour refaire la version originale sur NES, tellement le jeu a mal vieilli. En tout cas, j'ai surtout eu envie de parler de la série Metroid, qui est incontestablement la meilleure des séries. Et non, il n'y a même pas de débat à avoir, ça c'est un acquis les gars. Et Zelda, et Dark Souls, et GTA, et Spyro, et Crash Bandicoot, et God of War. Qu'est-ce que tu dis, Conscience? Je t'entends plus là, tu passes sous un pont, non? Bon, moi j'étais tranquille, je faisais mes bails en écrivant cette vidéo, et d'un coup, Nintendo a décidé de sortir Emerald Prime en version remaster sur Switch. Et moi, pendant ce temps, je me tape un foutu fangame. C'est quand même pas de bol, vous trouvez pas? Alors, pour vous moquer de mon sens du timing ou me consoler, n'hésitez pas à vous abonner. Oui, le forcing n'atteindra jamais ses limites avec moi.